Bonjour à tous et bienvenue dans Come Together, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel proposé toujours par l'agence Madame Monsieur en partenariat avec l'ARCES, le réseau national des communicants du supérieur. Et c'est diffusé comme chaque mois ici sur Campus Matin, une émission que vous pouvez également retrouver en replay. Et c'est diffusé ici sur Campus Matin. Vous retrouvez dans cette émission vos rubriques habituelles, les portes ouvertes de l'actu avec Émilie Broust, le kiosque de l'ESR présenté par la rédaction de Madame Monsieur, et enfin, un petit oral pour finir l'émission qui sera consacré cette semaine à l'EM Normandie et à son podcast Origine. Mais Come Together, c'est avant tout un débat consacré cette semaine aux alumni. Véritable porte-drapeau et étendard de leur formation, les alumni sont le matériau précieux des établissements du supérieur pour prouver la qualité de leur formation, la diversité des emplois envisageables, mais également les carrières prestigieuses qui sont réalisables à l'issue des études. Alors, utilisés dans les outils de communication, dans les relations presse ou encore au cœur de l'événementiel des écoles, les alumni peuvent devenir des égéries de leur formation et permettre de jouer pleinement le rôle d'effet miroir. Alors, comment utiliser au mieux ces alumni? Comment en faire des égéries pour qu'ils participent au rayonnement des écoles? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Jingle. Alors, comment valoriser les alumni pour qu'ils participent au rayonnement et à la politique de communication des écoles? Pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau 4 invités que je vais vous présenter immédiatement. Nous avons tout d'abord Eva Mola-Dujardin. Bonjour Eva. Bonjour Alexandre. Vous êtes déléguée générale de SCP Alumni. À vos côtés, nous avons Nabil Ensilti, directeur adjoint de la communication de Campus France. Bonjour. On verra avec vous ce qu'on fait au niveau international pour le rayonnement des alumni au niveau global. De l'autre côté de la table, j'ai la chance d'accueillir Elisabeth Dive. Vous êtes diplômée et en charge du réseau alumni d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIEA et qui est une école post-bac sur la cybersécurité. Bonjour Alexandre. Bonjour Elisabeth. Et à vos côtés, nous avons Sandrine Chauvin qui est directrice exécutive de la rédaction internationale de LinkedIn. Et bien sûr, avec vous, on verra comment le réseau LinkedIn peut aider les établissements du supérieur à valoriser ses diplômés et ses anciens. J'ai envie de démarrer ce débat par une question un peu générique, mais qui est importante, et je vais démarrer avec vous, Eva. Les alumni, c'est les meilleurs ambassadeurs possibles pour une école? C'est le produit fini que l'on doit mettre en avant? Absolument, c'est vraiment, vous l'avez dit Alexandre, ceux qui font rayonner, ceux qui sont des rôles modèles, ceux qui doivent nous permettre de continuer à attirer les meilleurs prospects et de faire en sorte que les étudiants les plus brillants aient envie de venir chez nous. C'est ceux qui doivent inspirer les étudiants qui sont en cours de cursus et c'est bien évidemment ceux qui doivent faire rayonner la communauté tout au long de leur carrière et bien au-delà. J'imagine, Sandrine, que vous n'allez pas contredire, vous, LinkedIn, capitalisez justement sur ces communautés d'anciens, ces communautés de professionnels, et la notion d'ancien est essentielle dans votre réseau. Alors c'est essentiel, d'autant plus qu'on a aussi des pages dédiées, notamment des groupes. Le SCP en est un très bon exemple où ils partagent régulièrement des actualités sur les levées de fonds, sur les événements qui touchent la communauté des alumni. Donc ça c'est un exemple. Et aussi on a toutes les pages écoles qui permettent de voir exactement qui sont les anciens élèves de les écoles, ce qui est une autre façon de cultiver le réseau sur la plateforme. Juste un petit diagnostic, et là qui veut répondre? Est-ce qu'en France, on a pris la mesure du potentiel des anciens dans la communication? Est-ce qu'on a une culture suffisamment affichée sur l'utilisation des diplômés? Peut-être vous, Nabil, qui avez une vision internationale des choses? Alors, les alumni sont de véritables relais d'influence. Je vais commencer par cet aspect-là, puisqu'ils sont en contact à l'international permanent avec les ambassades de France à l'étranger, notamment via ce réseau social. Si vous permettez, je vous dis 2 mots sur le réseau France Alumni en introduction. C'est un réseau social qui a été lancé en novembre 2014 à l'initiative du ministère de l'Europe des Affaires étrangères. Il réunit aujourd'hui 374 000 membres dans 128 pays. Dans ces 128 pays, ce sont des équipes qui animent les communautés et qui s'appuient sur, j'allais dire, leur présence, leur implication pour travailler avec eux sur le rayonnement non seulement de la France, bien entendu des établissements, de leur établissement d'origine, mais aussi être des passerelles avec les acteurs nationaux. Justement, est-ce que vous voyez des différences dans l'appréhension de la matière alumni entre la France et les autres pays?
Alors, d'autres pays savent peut-être mieux mobiliser, impliquer leurs alumni, notamment sur le volet fundraising, voilà, où on est peut-être un peu en retard, on n'a pas peut-être engagé la dynamique qu'il faudrait, mais je pense que le retard est en train d'être rattrapé. Le SCP Europe est un très bon exemple. Je pense que voilà, il y a des aspects sur lesquels on a des marges d'amélioration, de progrès. Par contre, la mobilisation des alumni, la volonté est là et l'implication est forte. C'est pour ça, vous, Elisabeth, que vous avez rejoint l'école, donc c'est votre école. Vous pensez qu'il faut faire des gros efforts là-dessus quand on n'est pas encore le SCP, quand on est même pour des écoles post-bac en école d'ingénieur? Oui, effectivement, et pour rejoindre ce que vous avez dit, à l'étranger et surtout aux États-Unis, où moi j'ai vécu pendant plus de 12 ans, la culture alumni est déjà au démarrage de l'école, puisqu'il y a ce qu'on appelle des sororités, des fraternités aux États-Unis, où on cultive déjà l'importance du réseau et de la communication au travers de ce réseau. Donc à l'ESUA, on a la chance d'avoir un grand nombre d'alumni, donc nous sommes plus de 9500 membres, dont 600 à l'étranger. Et moi, quand j'étais à l'étranger, j'ai eu le plaisir justement de contacter des gens à l'international, mais également d'avoir des appels du réseau des alumni qui souhaitaient avoir des informations sur tout ce qui se passait, tout ce qui rayonnait autour des États-Unis. Et donc c'est très très important d'avoir cette culture qui permet non seulement en France où est située l'école d'apporter des compétences, de la communication, mais aussi à l'étranger, et de faire rayonner ça à l'étranger. Donc en France, on a un peu de retard. On parle souvent des alumni comme un sujet de réseau, comment l'alimenter, comment le faire vivre. Mais c'est également un outil de promotion, les anciens. Est-ce qu'aujourd'hui, cette matière a de l'impact quand on veut recruter, quand on veut promouvoir des formations, qu'elles soient en exécutive ou en initiale d'ailleurs? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont le premier niveau de contact avec l'école? On va dire que c'est déjà des utilisateurs qui nous sont a priori acquis, donc effectivement, et puis c'est aussi des ambassadeurs pour nous, c'est-à-dire que ce sont ceux qui portent la parole de l'école, de leur alma mater. Donc oui, en effet, ce sont... Mais les jeunes sont sensibles aux alumni? Vous pensez que quand on montre des carrières, on se projette? Vous pensez vraiment que c'est aujourd'hui... Parce qu'on pourrait se dire que quelqu'un qui se renseigne sur un établissement, une formation, va avoir un regard plus court-termiste, il va regarder ce qu'il va faire l'année prochaine, les associations, il va regarder les programmes. La projection, ça marche d'après vous, Sandrine? Alors, on a fait une étude chez LinkedIn justement auprès de la génération Z pour voir comment ils interagissaient avec leur réseau. Et il s'avère que 93%, et c'est bien plus qu'avant, pensent que c'est essentiel de passer par le réseau. Et ça passe aussi par le réseau des alumni. Ça passe évidemment par les pages écoles dont on a parlé. Sur LinkedIn, il y a 130 000 pages écoles à l'international, dans le monde entier, sur les 930 millions de membres. Et il y en a 3 500 qui sont pour les écoles et les universités françaises. Et vous savez comment ces pages sont utilisées par ceux qui vont sur LinkedIn? Parce qu'on parle aux gens qu'on connaît, on regarde l'actualité des gens qu'on connaît, mais est-ce que vous avez des études sur l'utilisateur expérience? Alors, on a des études et on sait qu'elles sont d'abord utilisées pour s'informer. Donc, elles sont utilisées pour s'informer sur l'actualité de l'école, sur l'actualité des formations et aussi l'actualité des anciens étudiants, puisque régulièrement, il peut y avoir des portraits, etc. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, comme vous le disiez, ils sont meilleurs en la matière, mais on voit quand même une forte progression des établissements français qui savent de plus en plus s'adresser à leur communauté et ils partagent aussi les travaux de recherche de leur communauté de professeurs. Ce qui est important aussi pour le rayonnement de l'école en France, mais aussi à l'international, puisque ça passe par des thématiques ou des expertises, et c'est ce que viennent chercher les membres sur LinkedIn, notamment de la génération Z, puisqu'on sait qu'il y a plus de la moitié d'entre eux, ils viennent d'abord s'informer sur LinkedIn. Donc c'est le premier niveau d'information. Comment on les valorise, ces anciens? Comment on peut faire en sorte qu'ils soient le reflet de la qualité des écoles? Alors, moi, je crois beaucoup à la force du témoignage. Et je vois quand on organise des portes ouvertes, quand on a des alumni qui parlent de leur expérience, qui expliquent... En chair et en os. Voilà, donc, il ne faut pas juste les... Qui sont devant, et qui expliquent, parce que souvent, et surtout dans les écoles d'ingénieurs, et je parle en connaissance de cause pour les femmes, on a vraiment
et encore maintenant, Besoin l'impression de que modèles. le métier d'ingénieur est très Ouais. compliqué. Et au final, quand on a en face de nous des femmes qui ont des métiers d'ailleurs qui sont très très différents les uns des autres, parce que l'ingénierie c'est vraiment une catégorie qui englobe tout un tas de métiers, le fait d'avoir des alumni avec des parcours d'une diversité très très riche, en fait, incite les étudiants à se dire « Ah, mais ça, c'est possible » ou « Ça, c'est possible ». Plus que quand on regarde voilà, des plaquettes ou quand Oui, voilà, on on va se avoir rend- les éternels témoignages, mais vous pensez qu'il faut capitaliser vraiment sur leur participation à la vie de l'école. Donc journée porte ouverte, événements. Oui, parce que quelque part, quand on sort d'une école et quand on est fier de ce qu'on a fait, de parcours de l'école, et on a envie, enfin moi c'était mon cas, parce que j'étais aux États-Unis pendant 12 ans, quand je suis rentrée, j'avais vraiment envie d'apporter un support sur le recrutement des nouveaux étudiants et aussi sur le développement du réseau des alumni, parce que le réseau des alumni, ça sert quand on est étudiant, mais ça sert aussi beaucoup quand on est en poste et quand on veut évoluer dans... Mais c'est difficile de les faire participer. Ils ont tous des carrières, ils ont tous des obligations. Comment on arrive à les... Ils ont tous un ego aussi. Bah, oui, donc on joue sur leur ego. Bien sûr, enfin, il n'y a rien de choquant à ça. Ils ont chacun des histoires passionnantes à raconter, des expériences à partager, et fait. c'est ça aussi qui les valorise. Comment Je vous faites confirme que- pour les mobiliser, vous? Alors, à l'international, dans le réseau des espaces Campus France dans le monde, les alumni sont systématiquement mobilisés dans les actions de promotion de l'ESR français, notamment via des conférences auxquelles ils participent pour non seulement partager leur expérience, donner des conseils pratiques, ça c'est en termes de, j'allais dire, dans la phase en amont sur la promotion, mais aussi au moment où les étudiants sont acceptés dans des établissements et ils se posent des questions sur leur accueil, leur arrivée en France. Donc en fait, il y a des retours d'expérience sur les belles et moins belles expériences en arrivant en France. Voilà, on connaît toutes les difficultés quand on s'expatrie. Et donc, le rapport, on a remarqué qu'il était particulièrement apprécié. C'est-à-dire que lorsque le message est porté par des pairs, le message passe mieux et est plus rassurant pour les étudiants et pour leurs parents aussi. Est-ce qu'on manque pas un peu d'innovation dans l'utilisation de ces alumni? Je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas faire des événements complètement comme dédiés, des Hall of Fame? Je ne sais pas, est-ce qu'on ne pourrait pas renouveler le genre? Parce que c'est ça, là, le cœur de l'histoire, c'est ce qu'on va devenir. Et je trouve que parfois les liens sont un peu diffus entre les écoles et leur réseau. Alors c'est vrai que pendant le Covid, il y a eu une espèce de période, on va dire de 2 ans, où c'était très compliqué de réunir les gens, que ce soit des réseaux d'alumni ou même en entreprise. Et au final, en sortie de cette pandémie, l'école a vraiment réfléchi sur essayer de repenser ces conférences ou ces témoignages. Oui, parce qu'on a un public qui est très... c'est la génération Z, vous l'avez dit. On ne va pas leur faire une table ronde d'1h30. Exactement. Donc l'objectif, c'est effectivement d'amener toujours ce côté festif, parce que finalement, les alumni, quand ils se rapprochent de l'école, ils retrouvent un petit peu ce qu'ils avaient vécu dans leur phase d'étudiant. Et puis c'est toujours sympa de retrouver des gens qui étaient dans sa classe. Donc ça, c'est aussi très intéressant. D'amener un côté festif avec toujours, enfin pour l'école d'ingénieurs, un côté innovation. Donc là, on est en train d'organiser quelque chose en réalité virtuelle, parce que l'école est, comme vous avez dit, spécialisée en cybersécurité, mais également en réalité Avec les virtuelle. alumni Avec les alumni et avec les étudiants. Parce Ça, que pour c'est les l'innovation. alumni aussi, c'est intéressant, parce que les alumni sont aussi en capacité de recruter des étudiants, donc ils sont aussi intéressés pour rencontrer les étudiants de demain, qui leur permettra de recruter plus facilement, parce que le recrutement est très compliqué aussi en ce moment. Parmi Sandrine? les innovations qu'on voit, en tout cas nous, sur la plateforme, il y a aussi de nombreuses écoles qui utilisent les events sur LinkedIn. Donc on peut créer un événement virtuel et ça a une vertu, c'est que ça permet de connecter tous les étudiants partout où ils soient. C'est-à-dire s'ils sont à Marseille ou à Bangkok, ils peuvent se connecter Et ça, à c'est un cet service que événement et LinkedIn propose interagir. aux établissements ou que vous organisez en propre? C'est un service qui est disponible sur les pages, qui est activé et tout le monde peut organiser un événement virtuel avec un live où il y a une interaction, une forme de conférence virtuelle. Donc ça, c'est une des innovations. Oui, je pense qu'il faut qu'on Et soit du coup, créatif. ça m'amène à un point sur LinkedIn qui est quand même important. C'est qu'il est important d'encourager, et on le sait, il y a 93% des jeunes, quand ils sortent diplômés de l'école, qui s'inscrivent sur la plateforme, s'assurer que les pages soient bien référencées avec le bon nom, etc. Et surtout qu'elles soient bien connectées à leur profil pour justement que les connexions se fassent, soit sur le groupe des anciens, soit sur les pages des écoles. Parce que quand vous allez sur la page des écoles, si vous cliquez sur anciens, vous voyez justement tous les anciens. Vous pouvez les contacter de façon interpersonnelle, etc. Si les étudiants ne le font pas de façon proactive, ce mapping n'arrive pas.
Très bien. Est-ce qu'il y a des profils qui ont plus d'impact aujourd'hui? Est-ce qu'il faut, dans le choix des anciens, il faut prendre des gens plutôt jeunes deep ou des vieilles gloires qui ont des carrières monumentales? Comment on dose l'exploitation des anciens? L'exploitation entre guillemets, évidemment. Moi, je pense que ce qui a de l'impact, c'est la diversité, justement. C'est d'être le reflet au plus près de notre communauté et d'être en capacité, justement, de démontrer aussi bien en termes de genre, de nationalité, d'expérience, de job, d'entreprise. Ouais, vous ne pensez pas qu'il faut même ramener des profils un peu plus proches d'eux, dans des carrières qui sont un peu plus concernantes aujourd'hui? Je pense à l'engagement, parce que j'imagine que si vous sortez Raffarin à chaque fois, ça va être un peu dépassé. On est d'accord, il a son public. Et, oui, il a son public. Il faut, aussi mais ce n'est pas un public que vous allez recruter. Non, ça fait plus partie de nos prospects, mais en effet, je pense que c'est intéressant justement de montrer qu'en sortant de nos écoles, et quelles que soient nos écoles, on peut avoir des profils aussi bien dans la politique, dans la finance que dans la sustainability ou dans des jobs à impact qui sont effectivement ce vers quoi ces jeunes générations vont s'orienter. Mais Nabil, vous confirmez qu'il faut faire un casting un peu varié aujourd'hui? Tout à fait, c'est la meilleure combinaison. Je vous partage une expérience concernant la première édition de la Journée mondiale des alumni, qui a été un événement majeur, lancé à l'initiative de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et la première édition a eu lieu au mois de mai, du 13 au 28 mai pour être précis. L'idée était de lancer un appel à projets dans le monde avec comme objectif de valoriser, redynamiser ce réseau et mettre un coup de projecteur sur ces alumni. Leur implication, je parlais tout à l'heure de l'implication dans la diplomatie d'influence, mais de manière générale, les liens avec la France, avec les institutions françaises. Et on a eu un temps fort à Paris au ministère des Affaires étrangères, auquel a participé d'ailleurs Eva, qui a réuni un certain nombre, 300 personnes, permettant de réunir justement l'ensemble de ces acteurs et mettant en avant ces alumni avec des parcours d'excellence, j'allais dire des VIP, des invités d'honneur, mais deux tables rondes qui ont permis de mettre en avant l'employabilité de ces alumni, un peu comment ils se sont insérés professionnellement, grâce notamment à leur réseau d'anciens, mais aussi les soft skills, c'est-à-dire quels sont ce qu'ils ont pu retenir de leur parcours. Et on a, je crois, mixé en termes d'âge, de tranche d'âge, d'expérience, etc., suffisamment d'éléments qui ont permis de donner à cette soirée un succès particulier, effectivement. Donc, il faut être attentif à ça. Mais je posais la question parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à dégager de ces communautés alumni des profils en phase avec le positionnement de l'école, le manifeste de l'école et également les attentes d'une nouvelle génération. Et ce n'est pas toujours ce que l'on trouve. Il y a du retard un peu dans cette mise en avant, non ? Alors, effectivement, mobiliser des alumni, ce n'est pas toujours facile, parce que de nos jours, chacun a des emplois du temps qui débordent. Maintenant, effectivement, et je rejoins ce que vous avez dit, dans la diversité par rapport aux challenges qui nous attendent et qui attendent les jeunes ingénieurs ou les jeunes étudiants qui sortent de ces écoles, en fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement de recruter des alumni qui, eux, se sont engagés sur des thématiques qui sont les thématiques sur lesquelles maintenant on attend de la transformation auprès des jeunes qui sortent. Donc c'est vrai qu'aller chercher des alumni qui ont eu des parcours qui sont sur des thématiques d'énergie renouvelable, de sustainability, même d'engagement sociétal, c'est aussi montrer l'exemple. Parce que quand même, un alumni, ça montre l'exemple par rapport à une carrière. Et c'est important pour un étudiant de pouvoir se refléter dans ce qui est possible de faire. Alors après, les étudiants sont aussi très intéressés par les startups. Donc à l'ESIA, on a aussi des clubs qui développent des conférences et des thématiques sur les startups, sur comment monter une startup. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des alumni qui sont vraiment sur des thématiques différentes et d'intéresser les étudiants en fonction des thématiques qui sont abordées. La vitrine alumni, elle a un impact plus grand encore sur des enjeux internationaux, Sandrine? Vous pensez que mettre en avant les alumni français vis-à-vis de l'étranger, et les réseaux le permettent, c'est aujourd'hui un enjeu clé? C'est un enjeu clé, d'autant plus que le marché de l'emploi, il est aujourd'hui international. Pour les grandes écoles et les grandes universités notamment. Oui. D'autant plus que dans la plupart des économies où on fait face à une société vieillissante, ils recrutent au niveau international. C'est le cas du Japon, c'est le cas de la Suède, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la France aussi également. Donc évidemment, ça crée un vivier et c'est important de valoriser la communauté des alumni français au niveau international également.
Alors comment on fait mieux maintenant, une fois qu'on a déterminé ces enjeux-là? Aujourd'hui, une école comme l'ESCP, comment elle peut, qui est quand même une référence en la matière, comment peut-elle faire mieux avec ses alumni et capitaliser encore plus? Je pense qu'il y a il faut que les liens au sein de l'écosystème de ces écoles, ces associations, ces fondations se renforcent plus encore et qu'on arrive à une collaboration totalement fluide entre toutes ces entités. Il manque quoi aujourd'hui pour que ça se fasse? Pas grand-chose. Ouais. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire, mais ça n'a pas été notre culture forcément par le passé. Je pense que c'est important que ça le devienne et qu'on avance dans cette direction. Je pense que la clé du succès, elle est dans cet alignement-là. Votre feuille de route, vous venez d'arriver, je crois, à ce poste. L'objectif à court terme. L'objectif à court terme, c'est de mobiliser les étudiants dès la 3e année, dès qu'ils arrivent en cycle d'ingénieur, parce qu'il y a une prépa intégrée, donc dès la 3e année, de les mobiliser sur l'importance du réseau des alumni. Et donc dès l'entrée. Dès l'entrée, c'est-à-dire on n'attend pas qu'ils soient en 5e année pour leur dire ou qu'ils recherchent un stage, mais dès la 3e année pour leur dire, bon voilà, maintenant, vous faites partie d'un réseau, vous êtes dans le cycle d'ingénieur, on a des colloques où on invite les étudiants et on les forme à l'importance du réseau. Parce que développer un réseau LinkedIn, on peut avoir une collection de membres, mais en fait, l'important, c'est de développer un réseau utile. Donc, les sensibiliser, les mobiliser et les identifier. Et identifier aussi ceux que vous allez pouvoir utiliser en communication. Oui, et alors ensuite, aller chercher des alumni qui ont envie de s'engager, de se mobiliser, parce qu'au final, avoir des personnalités qui ont suivi un parcours selon la même école et qui viennent chercher les étudiants pour leur dire écoutez, regardez, moi c'est grâce au réseut que j'ai pu faire ci, ça. L'exemplarité, c'est quand même voilà, ça mobilise. En fait, il faut une communauté active, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit dans la vraie vie. Et qui a un effet boule de neige. Au niveau de Campus France, alors, l'engouement qu'a suscité la Journée mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure à l'international montre que nous avons encore du chemin à parcourir. 91 pays ont répondu à cet appel à projet en organisant 214 événements. Networking, événements, conférences. Voilà. La rencontre humaine est essentielle, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que ces événements étaient censés permettre aux gens de se retrouver. Alors, ce qui reste à faire, je crois que c'est dans la logique du réseau France Alumni, travailler sur la fédération des réseaux, créer des synergies avec l'ensemble des réseaux existants, bien sûr, dans une logique de projection à l'international. Et au niveau de LinkedIn, comment vous allez aller de l'avant et travailler encore plus de concerts, peut-être avec les établissements ou indépendants, de manière indépendante? Alors, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on lance un programme où justement on va accompagner les écoles. Donc d'abord en commençant par les dirigeants des écoles, ensuite le corps professoral où on va accompagner toutes ces personnes pour prendre la parole sur LinkedIn, partager leurs connaissances, leur expertise sur la plateforme. Et évidemment, ça va avoir un effet sur la communauté d'alumni sur la plateforme puisque ça va créer tout un écosystème pour chaque école. Donc on le fait étape par étape. Je serais ravie de participer à une conférence à l'ARCES ou Campus France si besoin, mais c'est quelque chose qu'on démarre activement. On a déjà beaucoup de contacts avec des écoles, c'est le cas de l'ESCP Europe, c'est le cas de Polytechnique, c'est le cas de Télécom Paris, etc. Et j'en passe, mais c'est en cours. Parfait, le rendez-vous est pris. Je vais vous remercier pour votre participation à ce débat. Merci Eva, merci Nabil, merci Isabelle, merci Sandrine. On va passer tout de suite aux actus de l'ESR, les actus comme de l'ESR. C'est tout de suite, ça vous est présenté par Émilie Broust. Voici une nouvelle création de marque avec Éclore, un groupe qui réunit les formations de la CCI Pau, dont l'école de management Pau Business School et celle du marketing du sport CNPC Sport. Éclore, c'est donc un nom qui a été choisi par les étudiants qui ont participé à l'éclosion du projet depuis octobre 2022. Plus d'une centaine d'étudiants ont participé donc à des séquences de travail pour réfléchir à la stratégie de cette nouvelle marque, ainsi que 600 alumni et des enseignants. Alors côté sémantique, Éclore, ça porte des messages clairs, ça repositionne l'école comme un lieu où l'on grandit, où l'on partage, où toutes les conditions sont réunies pour se développer, pour réussir, pour éclore. La marque se décline en fonction des formations. Par exemple, le SC Pau Business School devient Éclore School of Management. Les formations de CNPC Sport sont regroupées, elles, sous la marque Éclore Sport Business. C'est donc le premier jalon de ce groupe qui a annoncé un plan stratégique en rupture avec le secteur des études supérieures. Pour l'occasion, un site a été dédié où vous pouvez trouver les infos, des liens vers les sites écoles et un petit formulaire où vous pouvez poser toutes les questions sur ce changement de marque. Lost in Orientation. Non,
Ce n'est pas la suite du sublime film où Scarlett Johansson et Bill Murray interrogeaient le sens de leur existence, mais un podcast destiné aux parents qui souhaitent aider leurs lycéens à s'orienter en interrogeant finalement aussi le sens de leur existence. Lancé par Omnes Éducation, ce format pédagogique et humoristique a été construit avec l'aide de 3000 parents de la communauté qui ont partagé leurs angoisses d'orientation via un questionnaire ouvert et anonyme. Animé par des professionnels, des directeurs d'école, des coachs et même des sophrologues, le format traite de questions traditionnelles comme quelle filière choisir, comment trouver sa formation ou trouver son financement. Mais également des thématiques un peu plus originales comme s'orienter avec des mauvaises notes ou orienter son enfant sans lui couper les ailes. C'est un bon pitch ça pour la suite du film de Sofia Coppola, non? 18 épisodes sont déjà consultables, à retrouver 2 fois par mois sur toutes les plateformes podcast. Une nouvelle plateforme en ligne dédiée aux anciens étudiants de l'université, c'est là le projet phare de la rentrée à l'Université catholique de l'Ouest. Tout simplement nommé Alumni. L'objectif de cette plateforme collaborative est de relancer le dynamisme de la communauté de ces quelques 80 000 étudiants répartis dans le monde entier. Un site internet propose donc un annuaire des anciens, des offres d'emploi, ainsi que des événements professionnels comme des afterwork, des webinaires et formations. Côté com, outre soutenir l'insertion professionnelle, un site dédié aux anciens, c'est toujours un bon moyen de promouvoir la notoriété de son établissement et de ses formations. On finit par le tweet du mois. L'Université de Bordeaux qui encourage son étudiant en IUT, Louis Biel-Barré, étudiant qui joue avec le 15 de France lors de la Coupe du Monde de rugby. Petit conseil pour les JO 2024, commencez à recenser vos étudiants sportifs. Que ce soit dans la presse éducation, dans les news magazines, dans la PQN ou la PQR, tout ce qu'il faut avoir lu au sujet des écoles et des universités vous est raconté dans le kiosque de l'ESR. Jingle. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau résumé de l'actualité ESR. Comme chaque année, le mois de septembre est synonyme de rentrée et de conférences de presse. Pour Challenge, Alice Mérieux revient sur celle de Sylvie Retailleau et la création d'un label pour, je cite, faire le tri dans le Far West des formations privées de l'enseignement supérieur. Une initiative qui, d'après la journaliste, risque de faire pchit et donc de ne pas avoir les effets attendus. Quelle est la meilleure ville étudiante en France? Une question que s'est posée la rédaction de l'Étudiant qui a publié une nouvelle édition du classement des meilleures villes étudiantes. Placé sous le signe de l'évolution, ce classement 2023-2024 se démarque avec la prise en compte de nouveaux critères comme l'offre de santé et la qualité de l'air. Ce classement de l'Étudiant se termine avec un focus sur l'inflation qui continue de toucher les loyers. Un sujet également évoqué par le Parisien étudiant qui souligne que les étudiants en Ile-de-France sont plus en difficulté qu'ailleurs. Avec un loyer en moyenne 40% plus élevé que les autres régions, la journaliste signale que l'accès à un logement autonome reste la principale difficulté rencontrée par les étudiants franciliens. Trop de las, tu la lasses. C'est ce qu'on peut lire dans un article du Figaro étudiant qui partage l'avis des doyens des facultés de médecine. Ces derniers considèrent que certaines des licences Accès Santé, mises en place en 2020, ne sont pas assez efficaces pour réussir le concours et souhaitent donc remodeler la filière LAS. Emploi et formation. L'IA s'invite dans les écoles de communication. Intervenants spécialisés, charte de bonne utilisation de l'IA, projet utilisant l'IA. Pour ce dossier de stratégie, la journaliste Garance Bailly explique comment l'intelligence artificielle a fait sa rentrée dans les écoles de communication. Un congé menstruel pour les étudiantes? C'est ce qu'a annoncé l'université d'Angers à l'occasion de la rentrée. Dans un article de 20 minutes, on apprend que l'université met en place 10 jours de congé menstruel pour ses étudiantes qui ont des règles douloureuses. Une première en France, explique la journaliste Julie Urbach. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du kiosque de l'ESR. À bientôt. Et pour conclure chaque émission, nous terminons avec un invité à qui nous faisons passer le petit oral. Jingle. Et aujourd'hui, c'est avec Valentin Simineau que nous nous connectons. Vous êtes responsable marketing de l'EM Normandie et nous vous accueillons pour un podcast que vous avez créé et pour lequel vous avez remporté un prix, Valentin. Ce podcast s'appelle Origine, c'est un podcast futuriste. Alors déjà, expliquez-nous le concept du podcast et quelle a été votre intention. Oui, bien sûr. Alors, Origine, c'est une fiction sonore dans laquelle on projette l'EM Normandie dans une cinquantaine d'années. Donc, on est en 2079. On imagine que la conquête martienne a été au bout du chemin qu'on observe aujourd'hui dans les années 2020 entre Bezos et Elon Musk. Une ville s'est créée sur Mars et l'EM Normandie décide d'implanter un campus universitaire sur Mars. Et donc, toute une histoire se tisse à partir de ce contexte-là. Il y a un grand concours qui est organisé pour envoyer une première cohorte d'étudiants sur le campus martien.
Il se trouve que Yousra, donc le personnage principal, gagne son billet, et puis après, toute une série d'aventures lui arrive, et c'est décliné en 2 saisons pour l'instant. Alors, question de Béotien, pourquoi une école de management se lance dans un podcast futuriste sur l'aménagement d'une planète Mars? Quelle est l'intention que vous suiviez en allant vers un domaine où on ne vous attend pas du tout? Alors l'idée, c'est vraiment un outil de communication. On l'a pensé comme un film, en fait, audio pour le coup, on est vraiment juste sur du son, mais il y a toute cette phase de réflexion sur le scénario qui est au cœur du projet. C'est un outil de com différenciant dans lequel on a voulu permettre disons, à la grande communauté Web Normandie, étudiants, collaborateurs, prospects, enseignants-chercheurs, de se projeter. On a voulu proposer un futur, on ne dit pas que c'est un futur utopiste, c'est pas du tout l'idée, c'est vraiment proposer une piste de réflexion. Mais vous vouliez faire rêver, il n'y avait pas d'intention de représenter quoi que ce soit par rapport au positionnement de l'école. C'est l'idée d'aller où on ne vous attend pas. C'est ça, indirectement, on porte quand même les orientations stratégiques de l'école avec le fort développement international. Là, on va un cran au-dessus puisqu'on est sur un développement interplanétaire, donc c'est quand même pas l'idée et c'est pas dans les orientations stratégiques, je vous rassure. Mais vous avez déjà fait Dubaï. Dubaï, on reste sur la Terre. C'est vrai. Donc voilà, c'était proposer une piste de réflexion sur un futur possible et sur une évolution possible de l'humanité. Alors racontez-nous les secrets de fabrication, comment vous avez produit ça, parce que je le rappelle, vous avez gagné le prix du meilleur podcast de l'année, donc ce n'est pas rien. Donc j'imagine qu'en termes de production, vous avez dû mettre les moyens et les outils de créativité nécessaires. Oui, alors effectivement, on a mis le paquet sur la production. On s'est dit qu'un projet comme ça, sans y mettre les moyens, ça valait pas le coup. Il fallait que ce soit solide. On a donc fait appel à des comédiens professionnels. Ce sont que des comédiens qui travaillent sur des séries Netflix, OCS. Enfin, c'est leur job, hein, vraiment. Donc il y a cette partie comédien, il y a la partie production. On a été accompagné par 2 studios dont c'est le métier également d'écrire des scénarios et de produire du son avec une qualité sonore maximale. On pouvait pas faire mieux. Et après, il y a effectivement un élément de différenciation sur un podcast. Effectivement, il y a la partie audio et il y a toute la partie diffusion qui est souvent très compliquée. J'allais vous demander justement comment vous le faites vivre, ce podcast. Exactement. On a misé, nous, sur une direction artistique 100% intelligence artificielle, c'est-à-dire que le podcast a été illustré grâce à Midjourney, qui est le pendant de ChatGPT sur la partie graphique. Et donc, tout l'univers graphique a été créé par une intelligence artificielle, évidemment par notre directeur artistique, mais qui a piloté cet outil Midjourney. On est sur des rendus qui sont très atypiques et qui permettent à l'auditeur de se plonger vraiment dans l'univers de la série, l'univers qu'on a voulu retranscrire. On arrive à un résultat qui est intéressant. Très bien, Valentin. Juste pour conclure, on le retrouve où, ce podcast? Où c'est qu'on peut le découvrir? Sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et au passage, j'en profite juste, on est le podcast numéro 1 dans la catégorie science-fiction sur Apple Podcast. Donc c'est une reconnaissance pour nous, on est assez fiers de ça. Ah oui, franchement, félicitations à vous. Et on est très heureux, nous, quand les écoles sortent de leur terrain de jeu traditionnel et arrivent à avoir des performances comme ça avec des outils de communication. Bravo Valentin, bravo à l'équipe de l'EM Normandie. À bientôt, au revoir. Merci à vous. Il me reste à vous dire au revoir et de vous remercier encore une fois d'avoir participé à cette émission. Quant à nous, on va se retrouver dans un mois avec un nouveau débat. Je vous dis à très vite. Bye bye.